Cette formation 100% gratuite vous est offerte par Anéry Investissement, la première société à vous garantir contractuellement des appartements et immeubles de rapport clé en main avec 8% de rendement grand minimum. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. Bonjour et bienvenue dans la vidéo 26 de cette formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien négocier votre appartement ou immeuble de rapport à l'achat. Alors d'abord, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes en contact direct avec le vendeur, ce qui est plus facile pour négocier, soit vous avez une agence en tant qu'intermédiaire. Et parfois, il est vrai que ça peut être aussi pas mal d'avoir une agence, parce que l'intermédiaire entre deux, fait votre porte-parole, défend votre intérêt, il défend aussi celui du vendeur. Bon, ça rend la relation moins personnelle et moins facile à négocier, mais si vous avez un bon négociateur en face, des fois vous pouvez faire des bonnes affaires. Tout d'abord, n'oubliez pas une chose, c'est que le prix de vente d'un bien, ce n'est ni un prix au mètre carré, ni un emplacement, ni quoi que ce soit, c'est juste le pur produit de l'offre et de la demande. Si je m'invente un bien pourri, 2 fois plus cher que les autres, par exemple au mètre carré ou même globalement 2 fois plus cher, et que quelqu'un me l'achète, c'est que je suis au bon prix. Et on peut venir m'expliquer par A plus B que c'est pas juste, que c'est trop cher, etc. Moi, si j'ai une offre et que je vends, c'est que j'étais au bon prix, ne serait-ce que pour une personne dans le monde. Donc avant de rentrer dans le détail de la vidéo et vous donner quelques astuces sur la négociation, je vais vous demander de vous mettre d'abord à la place du vendeur et imaginer ses attentes. Lorsque vous vendez un bien, vous avez envie 1. de le vendre le plus cher possible, 2. le plus rapidement possible, et 3. trouver un bon profil qui va pas vous faire perdre 3 ou 4 mois pour finalement avoir un refus de prêt. Donc globalement, voilà ce que vous attendez. Rapidité, prix, sécurité. Si vous mettez le bien trop cher, vous aurez peut-être quelques pistes, mais globalement pas d'offres. C'est-à-dire que vous aurez peut-être même pas de visite. Les gens ne vont pas s'arrêter sur votre annonce. Donc il y a déjà, on va dire, une régulation naturelle par les prix trop élevés. Parce que les gens qui sont investisseurs, ou si vous vendez un bien pour une résidence principale, ils vont faire un calcul rapide, ils vont dire attends, si c'est pour 300 000 euros, j'ai 3 appartements, jamais j'arriverai à le rentabiliser. Ou alors je peux trouver une autre maison équivalente beaucoup moins chère. Donc déjà, voilà, il y a une régulation de base. On va dire que les négociations se jouent dans une fourchette haute et une fourchette basse. Mais c'est une fourchette limitée. Du coup, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que vous, en tant qu'acheteur, dans le cas présent, vous cherchez à investir. Et du coup, vous cherchez un rendement. Normalement, si vous avez suivi mes vidéos, vous êtes aujourd'hui capable, en quelques minutes, d'évaluer si un projet a l'air d'être rentable ou non. C'est-à-dire si ça vaut le coup de s'arrêter dessus ou s'il faut passer à l'annonce suivante. Bien sûr, vous aurez encore des inconnus. Vous allez encore devoir aller visiter pour vous rendre compte si c'est vraiment intéressant. Faire venir une entreprise de rénovation pour chiffrer précisément les travaux, peut-être des choses que vous n'auriez pas imaginées ou pas vues, etc. Mais dans le process, normalement, voilà ce qui se passe. Vous voyez l'annonce, rapidement vous évaluez à peu près les futurs loyers, parce que vous aurez fait une petite recherche sur le secteur, même si vous n'avez pas encore appliqué la méthode TORD pour avoir les loyers précis, vous avez quand même une idée globale. Ensuite, vous allez évaluer à peu près comme ça à la louche les futurs travaux, et vous avez déjà donc le prix affiché, qui sera le prix plafond, puisque vous n'allez pas l'acheter plus cher que le prix affiché, et du coup vous pouvez aussi calculer les frais de notaire. Donc finalement, sur les 4 chiffrages principaux qui vont compter pour vous, vous en avez déjà 2. Le reste, c'est approximatif. Ok. L'idée, c'est donc d'aller faire une visite et du coup d'avoir évalué à peu près vos loyers moyens. Si vous faites ça et que vous faites chiffrer les travaux et que vous évaluez vos loyers, vous aurez quasiment 4 chiffrages sur 4 de manière très précise. Du coup, vous savez combien vous allez encaisser à l'année et vous savez aussi quel sera le prix de revient global. Puisqu'aujourd'hui, on imagine que le prix de revient global, c'est le prix de revient affiché. Du coup, vous savez combien il ne faut pas dépasser pour rester dans votre objectif de rendement. Alors pour rappel, la formule elle est simple. Si vous dites ok, j'aurai environ 20 000 euros de loyer sur un petit immeuble et que vous vous dites moi mon objectif et je ne démords pas c'est 8,50 brut minimum, alors vous faites 20 000 divisé par 0,085 et ça vous donne 250 000 euros. Vous savez que si l'immeuble par exemple est affiché à 185 000 euros, globalement vous allez arriver à peu près à 200 000 euros avec les frais de notaire, et si vous l'achetez au prix, vous savez que vous avez 50 000 euros et pas 1 euro de plus pour faire les travaux. Donc soit vous vous dites, si j'ai plus de travaux, alors il faudra que je négocie le prix de vente, ou l'opération ne sera pas rentable par rapport à mes objectifs et donc je vais devoir avancer. C'est aussi simple que ça. Ça doit être vraiment votre ligne de conduite principale parce qu'en fait on réfléchit avec de vrais chiffres. Là on n'est pas dans le sentimental, on n'est pas dans un achat coup de cœur comme pourrait l'être pour une résidence principale où parfois on se dit bon allez c'est vrai que c'est cher mais on va être tellement bien. Non, là on s'en fout. Globalement c'est des chiffres. Donc on est vraiment dans la pragmatique et dans la réalité universelle des mathématiques. La réalité derrière, c'est que si vous avez par exemple 50 000 euros de travaux, ou même moins, alors vous aurez plus de 8,5% de rendement. Et tout ce que vous pourrez négocier, ce sera que du bonus pour vous. Donc là on se dit génial, on y va et puis tant mieux si on arrive à négocier. Je tenais vraiment à repréciser ce point, parce que je vois beaucoup de personnes qui occultent cette notion de rendement, et parfois se concentrent à 100% sur le prix au mètre carré, ou d'autres facteurs de la sorte. Mais quand on est dans le cadre d'un investissement, si vous arrivez avec un prix par exemple affiché, à viser 8, 9 ou même plus de rendement, c'est que l'immeuble il est déjà vendu à un juste prix. On s'en fout qu'il soit vendu 200 euros du mètre carré plus cher que les autres. C'est peut-être qu'au final il y a moins de travaux, c'est peut-être qu'au final il est mieux placé, c'est peut-être qu'au final il y a des surfaces un peu plus petites et donc il se paye plus cher à l'achat mais les loyers seront aussi plus élevés, etc.
Autre chose très importante, j'ai vu aussi beaucoup de personnes parfois perdre des ventes, enfin ou du coup des achats plutôt, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur 1000, 2000, 3000 euros sur une vente. Alors c'est un calcul à faire, hein, parce qu'au final, parfois le fait de ne pas réussir à accepter une offre pour 1000 ou 2000 ou 3000 euros, eh ben, le temps de reprendre vos recherches, signer les compromis, etc., vous aurez perdu plusieurs mois. Et c'est des mois où vous auriez pu acheter et louer votre premier appartement et déjà encaisser ces 2000 ou 3000 euros. Donc attention aussi à ça, quand des fois on est sur une petite marge de négo, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord pour 3 fois rien, bah faut faire attention. Bien, maintenant comment est-ce qu'on peut faire baisser le prix de vente de manière rationnelle à un vendeur? Déjà, premier point, on fait attention à l'ego des personnes. Si on y va de front en disant écoute mon coco, ta ruine elle est trop chère, tu me fais un prix tout de suite, bah, la personne en face elle va se braquer, elle aura pas envie de vous le vendre ou faire un geste pour vous. Alors que si vous y allez en disant écoutez bonjour, voilà il y a pas mal de travaux, donc moi je vous fais pas d'offre tout de suite parce que pour l'instant je ne sais pas s'il est au juste prix, à voir tout ce qu'il y a à refaire dedans, donc tant que j'ai pas de données chiffrées, je peux pas vous faire d'offre. Rassurez-vous, je suis pas là pour vous saigner, évidemment faut pas utiliser ce terme là, mais voilà, je suis juste là pour acheter mon bien au bon prix, essayer d'être rentable et puis bah voilà, être sûr que je ne surpaye pas un bien. Déjà vous voyez, l'approche est différente. Là, vous vous mettez plutôt dans une position d'allié / professionnel que de vrais négociants de front. Le mieux dans tous les cas, c'est d'appuyer derrière votre offre avec des documents. Typiquement, si vous avez reçu votre devis travaux, vous pouvez envoyer votre offre d'achat en disant bonjour, je vous fais une offre à tel prix, nanana. Ce prix est justifié par, et il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça, qui justifie son offre de manière formelle et écrite. Vous pouvez le faire en disant voilà, j'ai reçu le devis travaux 6 juin, j'ai finalement 60 000 euros de travaux. Pour rester dans une rentabilité convenable, compte tenu des frais de notaire, aussi des taux d'intérêt élevés en ce moment, etc., eh bien je vous fais une offre à 185 000. J'espère que voilà, vous saurez entendre raison et mon prix. Je suis disponible pour en échanger. Vous voyez? Bon, le vendeur de son côté, lui, il va se dire déjà, ok, c'est vrai qu'il me fait une offre quand même en dessous du prix, mais bon, il y a des raisons, j'avoue, j'ai le devis, je pensais pas qu'il y avait autant à refaire, l'électricité, bah oui, c'est vrai, il y a une mise aux normes, enfin vous voyez, ça peut déclencher chez lui un acte de réflexion, et puis certainement qu'il va être joueur, donc il va vous dire, bon, allez, j'ai compris votre raisonnement, je vous le propose 3 ou 4 000 euros plus cher que ce qu'on avait prévu. Et là, on rentre dans le petit jeu de l'offre et de la demande, où vous allez faire, bah non, moi je vous fais une proposition à 182, lui il va dire non, 187, et puis finalement, bah, il va y avoir une contre-offre à 184, 500, enfin en gros, c'est souvent comme ça que ça se passe. Ça, c'est un jeu à prévoir. Déjà, vous savez que quand vous achetez un bien, souvent il y a une marge de négo, et au même titre que vous, quand vous allez faire une offre, il y aura une marge de négo à la hausse. Donc globalement, voilà. Sachez qu'il faut toujours faire des offres un peu plus bas que ce que vous voulez vraiment parce que le vendeur va vouloir rétorquer. Je vous jure, on pourrait croire que ça marche pas, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est très très rare les cas où ça ne marche pas de la sorte. Du coup, ce que vous pouvez faire aussi en supplément, c'est d'envoyer éventuellement donc votre prévisionnel de banque pour aussi que la personne voit par exemple qu'en ce moment les taux d'intérêt sont élevés, donc ça coûte cher d'emprunter et que du coup c'est peut-être aussi pour ça qu'il a pas eu beaucoup d'autres offres ou pas beaucoup de visites. Donc ça va l'aider à réfléchir. Vous pouvez aussi l'envoyer si vous en avez un accord de principe de votre banque ou un mail qu'elle vous a fait pour le rassurer et lui dire ok, je vous l'achète peut-être un peu moins cher que ce que vous attendiez. Mais rassurez-vous, avec mon profil, ça va au bout. Et voici la preuve. J'ai un accord de principe de ma banque, je suis finançable. Donc le mec va se dire, bon, allez, c'est vrai qu'il me propose 3000 euros de moins que j'avais prévu. Et finalement, si j'arrive à lui vendre et que c'est un profil sécurisé, je préfère récupérer mes thunes maintenant. Je vais le replacer dans autre chose. Je vais pouvoir, je sais pas, solder mon crédit, résidence principale. Allez, pour 3000 euros, je vais pas m'embêter. Vous voyez, il y a plus de chances qu'il cède. Donc ça, c'est très important de montrer que vous avez un profil qualitatif. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la négociation. Globalement, des fois quand on n'a pas de contact direct avec le vendeur, que c'est une agence au milieu, on va faire une offre. Alors toujours pareil, c'est bien d'appuyer son offre avec des documents, de l'envoyer à l'agent immobilier. Faut pas oublier que l'agent immobilier, normalement, c'est censé être votre allié, donc il est censé aussi vous aider à trouver le juste prix, enfin négocier le prix en tout cas, pardon. Et du coup, malheureusement, après quand c'est souvent des agences, ça se fait à coup d'offre d'achat, vous envoyez un prix, il accepte pas, il rétorque pas, c'est aussi simple que ça. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment rédiger une offre d'achat avec ou sans conditions suspensives. Et puis ensuite, dans les vidéos suivantes, on parlera compromis de vente ou promesse de vente, pour savoir quelle est la différence entre les deux et lequel est le plus intéressant. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo, et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour la soutenir, et liker la vidéo s'il vous plaît. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, donc merci à tous, et je vous dis à très vite.